Bienvenue sur notre chaîne Histoire en pixels. Aujourd'hui, nous parlerons de Napoléon Bonaparte, l'un des commandants militaires les plus courageux et le roi le plus puissant d'Europe. Sa vie est pleine de victoires, ambitions et controverses. Napoléon reste l'une des figures les plus controversées de l'histoire. Certaines personnes le louent en raison de son génie au combat, sa capacité à diriger et ses rêves d'une France plus forte, mais d'autres le critiquent pour sa soif de pouvoir et son rôle dans les guerres qui ont causé la mort de millions de personnes. Certaines personnes pensaient qu'il était si strict et impitoyable qu'elles l'ont même comparé à Hitler, mais quelle est la vraie vérité? Était-il un héros ou un méchant? Après avoir entendu son histoire, dites-moi dans les commentaires, était-il un héros ou un méchant? Écoutez attentivement car cette histoire va être très instructive. Vous en apprendrez non seulement beaucoup sur Napoléon, mais vous améliorerez également vos capacités d'écoute tout en suivant son parcours. Alors plongeons directement dans sa vie. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 sur la petite île de Corse. Cette île faisait partie de la France, mais elle avait une culture et une histoire unique. Napoléon venait d'une famille qui n'était pas très riche. Son père Carlo Bonaparte était un avocat qui avait travaillé dur pour gagner sa vie. Il venait d'une famille noble, mais il n'était pas riche. La mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte, était forte et protectrice. Elle se souciait profondément de ses enfants et s'assurait qu'ils soient bien éduqués. Cependant, Napoléon n'avait pas de bonnes relations avec son père. Carlo était souvent absent et Napoléon sentait que son père ne montrait pas assez d'amour ou d'attention. Quand il était jeune garçon, il était très proche de sa mère, qui était toujours là pour lui. Les gens autour de Napoléon se moquaient souvent de lui parce qu'il était petit. Il ne mesurait qu'environ 1,68 mètres. Ce qui était plus petit que la plupart des hommes en France à l'époque. Certaines personnes l'appelaient petit ou faible, mais cela ne le rendait que plus déterminé. Il détestait qu'on le traite de petit et voulait prouver que sa taille n'avait pas d'importance. Cela ne l'empêchait pas de rêver grand. Napoléon croyait qu'il était destiné à la grandeur. À l'âge de 9 ans, il fut envoyé en France métropolitaine pour fréquenter une école militaire. Ce fut une période difficile pour lui car il était loin de sa famille et se sentait seul. Ses camarades de classe se moquaient de son accent car il parlait un dialecte corse qui était très différent du français qu'il parlait. Mais au lieu de se sentir triste, Napoléon a décidé de travailler encore plus dur. Il est devenu un excellent élève, surtout dans des matières comme les mathématiques qui l'aideraient plus tard dans sa carrière de chef militaire. À 16 ans, Napoléon est diplômé de l'école militaire et a rejoint l'armée française en tant que sous-lieutenant. Il a rapidement montré ses compétences en tant que leader, mais même s'il avait du talent, Napoléon a encore fait face à de nombreux défis. La Révolution française se produisait à cette époque et il y avait beaucoup de troubles politiques en France. Le pays était divisé et beaucoup de gens se battaient pour le pouvoir. Le grand rêve de Napoléon était de libérer son pays de ce chaos. Il voulait aider la France à redevenir forte. Il voulait être en charge non seulement pour gouverner mais pour unir le peuple français et le rendre fier. Ce rêve brûlait en lui chaque jour. Les premières années de Napoléon dans l'armée ont été remplies de luttes. Il a dû faire face à des officiers qui le méprisaient à cause de son origine et de sa petite taille. Il a également dû se battre dans des batailles dangereuses et a souvent été envoyé dans des missions difficile, mais Napoléon était intelligent. Il n'a pas abandonné. Il a appris tout ce qu'il pouvait sur les tactiques de guerre, le leadership et comment gagner des batailles. Il étudiait et réfléchissait toujours sur la façon de rendre la France plus forte. L'un des moments les plus importants de la jeunesse de Napoléon s'est produit quand il avait 20 ans. À cette époque, Napoléon a été promu capitaine dans l'armée. Sa première grande chance de diriger s'est produite lors d'une bataille en Italie. Les Français se battaient contre un ennemi beaucoup plus grand, mais Napoléon a dirigé ses troupes avec une grande habileté et a remporté la bataille. Cette victoire a fait que les gens ont commencé à le remarquer. Napoléon a été rapidement promu général, un grade élevé dans l'armée à seulement 24 ans. C'était très jeune pour un général, mais cela a montré à quel point les gens avaient confiance en ses capacités. À cette époque, les rêves de Napoléon commencèrent à se réaliser. Il n'était plus seulement un soldat, il était un chef avec une armée de milliers de personnes. Même si Napoléon gagnait en puissance, il avait encore de nombreux ennemis. Certaines personnes ne l'aimaient pas parce qu'il était corse et pensaient qu'il n'était pas assez français, d'autres le voyaient comme trop ambitieux, trop avide de pouvoir. Mais Napoléon ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Il était déterminé à réussir. Napoléon Bonaparte était désormais une étoile montante de l'armée française. Il avait prouvé son talent, mais il n'était toujours pas très puissant. Mais tout dans sa vie était sur le point de changer, pas seulement politiquement mais personnellement. C'était l'année où il rencontra l'amour de sa vie, Joséphine d'Or. Joséphine avait 6 ans de plus que Napoléon au moment de leur rencontre. Elle avait 32 ans et Napoléon 26 ans. Elle était veuve car son premier mari avait été exécuté pendant la Révolution française. Elle avait 2 enfants et elle était connue pour sa beauté, son charme et son élégance. Napoléon était complètement captivé par elle. Même si elle était plus âgée, il s'en fichait. Il tomba profondément amoureux d'elle au moment où il l'a vue. Joséphine était différente des autres femmes qu'il avait rencontrées.
Elle était gracieuse, confiante et mystérieuse, elle savait charmer les gens et elle avait de nombreux admirateurs au début. Elle ne prenait pas Napoléon au sérieux, il était plus jeune, pas très riche et pas encore très puissant, mais Napoléon était persistant, il lui écrivait des lettres d'amour passionnées exprimant combien il l'adorait. Même quand il était en campagne militaire, il lui écrivait constamment, il lui disait combien elle lui manquait, comment il rêvait d'être avec elle et combien il l'aimait. Dans une de ses lettres qu'il a écrites: depuis que je t'ai quitté, j'ai été constamment triste, mon bonheur est d'être près de toi au milieu de mes soldats, mes pensées dérivent vers toi ma bien-aimée, je t'aime davantage chaque jour et j'aspire à ton contact. Son amour pour Joséphine était si profond que parfois cela le distrait de son travail, mais Joséphine n'était pas aussi profondément amoureuse que Napoléon. Elle appréciait l'attention mais n'avait pas les mêmes sentiments intenses. Cependant Napoléon était déterminé à l'épouser et en 1796 il réussit. Ils se marièrent le 9 mars 1796 lors d'une cérémonie civile à Paris. 2 jours seulement après le mariage, Napoléon dut partir au combat. Napoléon fut envoyé en Italie pour diriger l'armée française. La France était à la guerre avec l'Autriche et l'Italie était le champ de bataille. C'était la première fois que Napoléon aurait le commandement complet d'une armée. À cette époque, l'armée française en Italie était faible, mal approvisionnée et démoralisée, les soldats avaient très peu de nourriture et pas d'armes appropriées. De nombreux généraux avant Napoléon avaient échoué en Italie, mais Napoléon avait quelque chose que les autres n'avaient pas: une stratégie et une confiance brillante. Il a transformé l'armée, il a prononcé des discours puissants faisant croire aux soldats qu'ils pouvaient gagner. Il s'est déplacé rapidement et a attaqué les Autrichiens et leurs alliés avant qu'ils ne soient prêts. Ces tactiques étaient si imprévisibles que ses ennemis ne savaient jamais à quoi s'attendre. De 1796 à 1797, Napoléon a remporté une série de victoires brillantes. Bataille de Loie, il a personnellement conduit ses troupes à travers un pont sous un feu nourri, prouvant son courage. Bataille d'Arcole, il a attrapé un drapeau et a couru directement vers les lignes ennemies, inspirant ses soldats. Bataille de Rivy, il a complètement vaincu les Autrichiens, les forçant à se rendre. Ces victoires ont fait de Napoléon un héros national. Ses soldats l'adoraient et la France le voyait désormais comme un véritable génie militaire. Mais même sur le champ de bataille, Napoléon n'a jamais cessé de penser à Joséphine. Mais Joséphine n'était pas aussi fidèle que Napoléon. Elle avait commencé une liaison avec un autre homme pendant que Napoléon était absent. Quand Napoléon a découvert qu'il avait le cœur brisé, mais son amour pour Joséphine était si fort qu'il lui a pardonné. Après son succès en Italie, le gouvernement français a donné à Napoléon une nouvelle mission d'envahir l'Égypte quand il avait 28 ans à cette époque-là. Grande-Bretagne était le plus grand ennemi de la France. La Grande-Bretagne contrôlait l'Inde qui était une colonie très riche. Napoléon voulait couper la route commerciale de la Grande-Bretagne vers l'Inde, alors il a décidé de prendre le contrôle de l'Égypte. L'Égypte, qui était un lien important entre l'Europe et l'Asie. Napoléon a mis les voiles avec une grande armée et de nombreux scientifiques. Il voulait non seulement conquérir, mais aussi apporter la culture et le savoir français en Égypte. La Bataille des Pyramides 1798. Dans l'une de ces batailles les plus célèbres, l'armée de Napoléon a affronté les Mamelouks, les dirigeants de l'Égypte. Les Mamelouks étaient de féroces guerriers, mais ils se sont battus en utilisant d'anciennes méthodes. Napoléon a utilisé des stratégies modernes et les Français ont gagné facilement. Napoléon est entré au Caire, la capitale de l'Égypte, en tant que grand conquérant, mais ensuite le désastre a frappé la marine britannique dirigée par l'amiral Horatio Nelson a détruit la flotte de Napoléon dans la bataille du Nil. Maintenant Napoléon et son armée étaient piégés en Égypte, ils ne pouvaient pas retourner en France par mer. Pendant ce temps, de retour en France, le gouvernement était faible et corrompu. Napoléon a vu une opportunité, il a secrètement quitté l'Égypte et est retourné en France en laissant son armée derrière lui. Napoléon n'a pas pu vaincre la Grande-Bretagne au combat, il a donc essayé une autre stratégie de guerre économique. Il a créé le système continental, une règle qui interdisait à tous les pays européens de commercer avec la Grande-Bretagne. Son objectif était de ruiner l'économie britannique en coupant son commerce, mais le plan posait des problèmes. De nombreux pays ont secrètement ignoré la règle et ont continué à commercer avec la Grande-Bretagne. De plus, la France elle-même a souffert car les entreprises ne pouvaient pas obtenir les marchandises dont elles avaient besoin. La stratégie de Napoléon a échoué et la Grande-Bretagne est restée forte. En 1807, la guerre contre la Russie et la Prusse a éclaté. Napoléon a alors tourné son attention vers la Russie et la Prusse lors de la bataille de Jana en 1806. Il a complètement écrasé l'armée prussienne. Le roi de Prusse a dû se rendre et le pouvoir de Napoléon a grandi, mais son plus grand défi était la Russie. Les Russes étaient de durs guerriers. Leur pays était immense et leur armée était forte, mais Napoléon était prêt. En 1707, il a vaincu l'armée russe à la bataille de Friedland. Après cette victoire, Alexandre le Grand, de Russie,
n'a eu d'autre choix que de signer un traité de paix avec Napoléon. Presque toute l'Europe était désormais sous le contrôle de Napoléon. À ce stade, il était au sommet de sa puissance. La France était le pays le plus fort d'Europe. L'Empire s'agrandissait chaque année, il était considéré comme un leader légendaire, mais le pouvoir s'accompagne de problèmes. Napoléon avait tout, le pouvoir, la richesse et la victoire, mais il manquait une chose, il n'avait pas d'héritier. En 1809, il prit une décision douloureuse, il divorça de Joséphine, même s'il l'aimait toujours. Il savait qu'il devait épouser quelqu'un d'autre pour avoir des enfants. C'était déchirant pour eux deux. Lorsque Joséphine quitta le palais, elle pleura de manière incontrôlable. Napoléon dit plus tard à Joséphine, « Tu étais la seule femme que j'aimais vraiment ». Napoléon avait besoin d'une alliance politique, il épousa donc Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche. Elle avait 18 ans tandis que Napoléon en avait 41. Un an plus tard, en 1811, Marie-Louise donna naissance au fils de Napoléon, qui s'appelait Napoléon II. Napoléon était ravi d'avoir enfin un héritier pour continuer son empire, mais au moment même où sa vie personnelle se stabilisait, son empire était sur le point de s'effondrer. Napoléon fit la plus grosse erreur de sa carrière, il envahit la Russie. La Russie avait brisé le traité de paix et Napoléon voulait les punir mais il a sous-estimé l'hiver russe, il est entré en Russie avec 600 000 soldats mais les Russes ont utilisé une stratégie intelligente, ils ont brûlé leurs propres villes et leurs réserves de nourriture afin que l'armée de Napoléon n'ait rien à manger. Les soldats français sont morts de froid dans le brutal hiver russe. Napoléon revint en France, il avait perdu plus de 500 000 hommes. Ce fut le début de sa chute après l'invasion désastreuse de la Russie par Napoléon en 1812, son ennemi vit une opportunité en or, l'armée française autrefois invincible était affaiblie et les nations les plus puissantes d'Europe étaient prêtes à se venger. Une nouvelle alliance fut formée contre lui, connue sous le nom de Sixième Coalition, qui comprenait la Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède et l'Espagne. Napoléon, malgré la perte de 500 000 soldats en Russie, refusa d'abandonner. Il construisit rapidement une nouvelle armée avec de nouvelles recrues, c'étaient des jeunes soldats peu expérimentés, mais ils étaient inspirés par l'esprit incassable de Napoléon. Il leur dit, « Soldats, nous avons peut-être perdu des batailles, mais nous n'avons pas perdu notre honneur. La France est toujours forte et je vous mènerai à la victoire », mais cette fois, Napoléon faisait face à toute l'Europe. La plus grande bataille de Napoléon eut lieu à Leipzig en Allemagne en octobre 1813. Napoléon avait 200 000 soldats, l'armée de la coalition comptait 350 000 soldats. C'était la plus grande bataille d'Europe avant la Première Guerre mondiale pendant 3 jours. L'armée française s'est battue courageusement mais elle était en infériorité numérique. Napoléon a essayé toutes les stratégies possibles mais ses ennemis l'ont encerclé de tous côtés. Ses propres alliés l'ont trahi. Les Saxons qui combattaient pour Napoléon ont changé de camp au milieu de la bataille et ont commencé à attaquer les Français. Ce fut un désastre. Napoléon n'a eu d'autre choix que de battre en retraite alors que l'armée française tentait de s'échapper. Un pont a été détruit trop tôt, laissant des milliers de soldats français piéger. Napoléon a regardé avec horreur ses hommes se noyer dans la rivière ou être massacrés par l'ennemi. À la fin de la bataille, Napoléon avait perdu 80 000 soldats. Son empire s'effondrait après cette défaite écrasante. Les forces de la coalition ont envahi la France. Les armées ennemies ont marché sur Paris. Le peuple français qui voyait autrefois Napoléon comme un héros le blâmait maintenant pour ses souffrances. Ses généraux lui ont dit « Empereur, nous ne pouvons plus nous battre, nous devons nous rendre ». Napoléon avait le cœur brisé, il avait consacré toute sa vie à la France et maintenant même ses hommes les plus fidèles avaient perdu confiance en lui. Le 6 avril 1814, Napoléon a abdiqué, a renoncé à son trône pour la première fois depuis 20 ans. Napoléon n'était plus le dirigeant de la France, mais ses ennemis ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, tué-le. Ils l'ont exilé sur une petite île appelée Elbe, près de l'Italie. Napoléon, l'homme qui dirigeait autrefois l'Europe, était désormais prisonnier sur une petite île. Alors qu'il montait à bord du navire pour l'Elbe, il dit à ses hommes, « La France, je t'ai tout donné et maintenant je dois te quitter », cria-t-il en disant au revoir à ses soldats. Cela semblait être la fin de l'histoire de Napoléon, mais Napoléon n'était pas un homme qui acceptait la défaite. Après Français à peine 10 mois sur l'île d'Elbe, Napoléon entendit des nouvelles choquantes. Le nouveau roi de France, Louis VI XVIIIe, était impopulaire. Les gens regrettaient Napoléon, l'armée lui était toujours fidèle. Alors Napoléon s'échappa de l'île d'Elbe et retourna en France. Quand il arriva sur les côtes françaises avec seulement 1000 soldats, il marcha vers Paris. Le roi de France envoya une armée pour l'arrêter, mais quand Napoléon se tint devant eux, il ouvrit son manteau et dit « Si quelqu'un veut tuer son empereur, me voici ». Il y eut le silence. L'armée le rejoignit dans les 20 jours.
Napoléon marcha à nouveau sur Paris en tant qu'empereur, ce fut l'un des retours les plus incroyables de l'histoire. Les gens célébrèrent, ils croyaient que Napoléon ramènerait la gloire de la France, mais ses ennemis étaient furieux. Les puissances de la coalition, la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche et la Russie déclarèrent que Napoléon était une menace pour le monde. Ils rassemblèrent leurs armées pour une bataille finale. Le retour de Napoléon ne durerait que 100 jours. Le 18 juin 1815, Napoléon affronta les armées britanniques et prussiennes près du village de Waterloo dans l'actuelle Belgique. C'était la bataille qui déciderait de tout ce que Napoléon avait 72 000 soldats. Les forces britanniques et prussiennes comptaient 118 000 soldats. Napoléon avait une dernière chance de vaincre ses ennemis et de reconquérir l'Europe. Au début, les troupes de Napoléon se sont battues courageusement et ont repoussé l'armée britannique. Mais ensuite le désastre a frappé. Une énorme tempête de pluie a transformé le champ de bataille en boue. Les canons de Napoléon sont restés coincés, ralentissant son attaque, puis l'armée prussienne est arrivée et l'armée de Napoléon a été encerclée. Les Français se sont battus jusqu'au tout dernier moment, mais le soir, il était clair que Napoléon avait perdu ses rêves de gouverner à nouveau l'Europe. Tout était fini lorsque son armée s'est effondrée. Napoléon est parti sachant que c'était la fin. Après sa défaite à Waterloo, Napoléon s'est rendu aux Britanniques. Cette fois, ils ne l'ont pas envoyé sur une île voisine, ils l'ont envoyé loin à Sainte-Hélène, une île isolée dans l'océan Atlantique. Il n'y avait pas d'échappatoire cette fois. Napoléon a passé 6 ans à Sainte-Hélène. Il n'avait pas d'armée, pas de pouvoir et aucun espoir de revenir au début. Il a passé son temps à écrire des mémoires sur sa vie. Il voulait raconter au monde sa version de l'histoire. Il a écrit sur ses victoires, son amour pour la France et les erreurs qu'il a commises. Mais au fil des années, Napoléon a passé 6 ans à Sainte-Hélène. Il n'avait pas d'armée, pas de pouvoir et aucun espoir de revenir. Sa santé commença à décliner, son corps devint faible, il souffrait de douleurs constantes à l'estomac, ses cheveux commencèrent à tomber, il ne pouvait plus monter à cheval ni marcher longtemps. Il passait la plupart de son temps assis et à réfléchir. Une de ses rares joies était de parler de son passé. Ses disciples sur l'île écoutaient ses histoires émerveillés par l'homme qui dirigeait autrefois la moitié de l'Europe. Un jour, il regarda l'océan sans fin et dit: Je suis né sur une île et je meurs sur une île. Napoléon savait que son temps touchait à sa fin. Le matin du 5 mai 1821, Napoléon pouvait à peine parler. Ses derniers mots furent: Armée de France, chef de l'armée Joséphine. À 17h49, Napoléon Bonaparte est mort. Le grand empereur qui contrôlait autrefois l'Europe, qui avait combattu les plus grandes armées du monde, gisait maintenant dans un lit simple à des milliers de kilomètres de sa patrie. Les Britanniques l'ont enterré à Sainte-Hélène sous une simple pierre tombale. Mais avant de mourir, Napoléon avait dit à ses amis proches que: Je souhaitais être enterré à Paris, près du S. Parmi les Français que j'aimais tant, son souhait serait exaucé, mais pas encore 19 ans après sa mort. En 1840, le peuple français exigea que le corps de Napoléon soit ramené en France. Le roi Louis-Philippe de France envoya un navire à Sainte-Hélène. Lorsque la dépouille de Napoléon revint à Paris, des milliers de personnes se rassemblèrent pour l'honorer. Son cercueil fut placé sur un carrosse doré et son corps fut transporté dans les rues. Les gens pleurèrent et acclamèrent son nom. Vive l'empereur! Napoléon fut finalement enterré à Ligneval, un magnifique tombeau au cœur de Paris où il repose encore. Aujourd'hui, même dans la mort, Napoléon resta une légende. La vie de Napoléon fut remplie de grandes victoires et de grands échecs, mais de son voyage nous pouvons tirer de puissantes leçons. Un grand rêve commence petit. Napoléon est né sur une petite île, la Corse. Les gens se moquaient de lui, l'appelant petit et faible, mais il ne laissait jamais leurs paroles l'arrêter. Il a dit un jour que le champ de bataille est une scène où le plus petit homme peut devenir le plus grand. Peu importe d'où vous venez, vos rêves peuvent prendre. Napoléon n'est pas né génie, mais il a travaillé plus dur que tout le monde. Il a étudié jour et nuit, il a lu tous les livres sur la guerre, il a soigneusement planifié chaque mouvement. Il a dit un jour que la victoire appartient aux plus persévérants. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de talent, c'est une question de travail acharné. 3. N'ayez jamais peur de l'échec. Napoléon a fait face à d'énormes défaites en Russie, Lègue, Waterloo, mais chaque fois qu'il se relevait, même après avoir été exilé, il revenait en France et gouvernait pendant 100 jours de plus jour. Il croyait que le courage, ce n'est pas avoir la force de continuer, ça continue quand on n'a pas de force. L'échec n'est pas la fin, le seul véritable échec, c'est abandonner. 4. Donner l'exemple. Napoléon ne commandait pas seulement à ses soldats, il se tenait à leur côté quand ces hommes avaient froid, il dormait dans la neige, quand ils avaient faim, il mangeait la même nourriture qu'eux. À cause de ça, ces soldats le suivaient partout. Si vous voulez que les gens vous suivent, montrez-leur le chemin. 5. Apprenez de vos erreurs. La plus grande erreur de Napoléon était sa soif de pouvoir. Il a ignoré les avertissements concernant la Russie, il a fait confiance aux mauvaises personnes, il pensait pouvoir gagner pour toujours, cela lui a coûté tout ce qu'il avait autrefois. J'ai admis avoir fait des erreurs, j'ai vu les limites de mon pouvoir, les pouvoirs. Le succès et la célébrité sont temporaires, la vraie victoire consiste à savoir quand s'arrêter. Napoléon était un héros pour certains et un méchant pour d'autres. Pour la France, c'était un leader qui a donné la gloire et le pouvoir à l'Europe. C'était une menace qui a déclenché des guerres sans fin, mais peu importe ce que les gens pensent,
Son nom résonne encore à travers l'histoire. Il a changé les lois, redéfini la guerre et inspiré des millions de personnes, même aujourd'hui. Ses tactiques sont étudiées dans les écoles militaires du monde entier. Il a prouvé qu'un homme avec une vision peut changer le monde. Et maintenant, je vous demande si Napoléon était un héros ou un méchant. Dites-le moi dans les commentaires.